Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être là. Donc, je suis professeure à Grenoble INP et présidente de l'Association internationale de recherche en logistique et supply chain, et aussi directrice ou présidente, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas voilà, de ASLOG Scientifique, donc qui a été nouvellement créée et qui fait le lien justement entre les académiques et les professionnels que vous êtes. Donc moi, j'ai la chance d'animer cette table ronde où on va se poser plein de questions. Notre point de départ, ça a été un peu de se dire, on est dans ce monde VUCA, vous connaissez tous cet acronyme. Dans VUCA, il y a le A pour ambiguïté. Et qu'est-ce qui est ambigu? Eh bien, en fait, le fait qu'il faille combiner à la fois des enjeux environnementaux, on en parle depuis ce matin, mais aussi des enjeux qui sont des enjeux financiers, économiques. Vous êtes tous en charge de supply chain qui doivent être performantes, efficientes. Donc, avec les personnes qui vont me rejoindre maintenant, donc j'appelle Pierre Martin, Xavier, Anne-Brigitte, Adrien et François qui vont prendre place. Et ensemble, nous allons essayer... J'attends la musique. Donc nous allons essayer de comprendre comment ils font pour réconcilier ces aspects environnementaux, financiers et évidemment toujours mettre le client au centre. Et ça, en fait, on va le faire par ce qu'on appelle les supply chain multi-impact. Donc, on va commencer avec Xavier Derick, donc qui donc est le supply chain VP supply chain transformation chez Rexel. Et Xavier, en fait, il a une particularité. Voilà. Donc, s'il y en avait qu'une. c'est que sa supply chain, elle est largement internalisée. Il a peu recours à l'externalisation. C'est un choix stratégique important. Et donc, on va essayer de comprendre avec Xavier comment il fait pour réconcilier et optimiser un pilotage qui va à la fois chercher une baisse des coûts, à la fois augmenter la satisfaction des clients, et puis évidemment prendre en compte les impacts de la supply chain sur l'environnement. Alors, bonjour. Pour d'abord lire les impacts, il faut les lire, pour moi, dans un compte d'exploitation réel. Donc, quand on fait de la logistique en interne, on s'oblige à tenir un compte d'exploitation mensuel précis. Et c'est ce qu'on a dans nos 14 pays, entrepôt par entrepôt, et sur le post-transport. Donc, je pense que tous nos efforts, il faut reconnaître aussi, certains d'entre vous dans la salle sont issus de la finance et tout, c'est tout à fait valable et c'est très important de faire parler notre supply chain en coût. Parfois, on exagère, on ne parle qu'en coût de la supply chain, mais il faut quand même qu'elle existe. Ensuite, il faut qu'elle soit suffisamment riche de détails, parce que si on va faire une action pour réduire l'emballage, si on va vouloir faire une action pour comprendre le transport ou réduire, il va falloir que ça puisse se lire. Si c'est mélangé, si votre énergie et tout ça sont mélangés, c'est impossible. Mon expérience, si je peux vous le dire, c'est que sur le transport, c'était insuffisant chez nous. Il a fallu qu'on travaille très fort pour analyser les coûts de transport par stop, par client, parce que sinon on est trop global sur le coût de transport. On utilise en général 5 à 10 transporteurs par pays. Et donc il faut faire un ABC costing pour lire et comprendre aussi la valeur du coût de transport par rapport à la valeur livrée. Et si on ne fait pas cet effort-là, on n'arrive pas à lire ces efforts. Il faut avoir le courage. Et un autre challenge que l'on a, c'est, étant donné qu'on diversifie les services, il faut aussi voir les coûts des différents services de logistique que l'on offre. Merci beaucoup. Mais donc, si je comprends bien, c'est l'organisation qui va permettre d'arriver à ce résultat. Comment le fait-on? C'est le directeur supply chain, le directeur financier. Moi, on établit ça et on les fait parler. Et on les fait parler aussi avec du qualitatif. Quel est mon taux de service? Quelles sont mes évolutions et tout ça? Lire un coût en lui-même, c'est pas intéressant. C'est par rapport, bien sûr, à un pourcentage de vente, une évolution. Chez nous, dans le B2B, Rexel, c'est un distributeur de produits électriques et de solutions en B2B, 13 milliards et demi. Et nous avons 52 entrepôts en Europe, plus 4 sous-traités. Et il faut donc lire en vente, en ligne. Il faut aussi donc animer ce compte d'exploitation, le faire parler entre les logisticiens, les gens de la finance,
et la direction, puisque dans nos métiers de distribution, sans le patron pays, rien ne se fait. Il faut aussi totalement l'intéresser à ça. Donc c'est le partage des indicateurs finalement qui vous permet de réussir ce challenge. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On va passer de la distribution de produits électriques à des activités un peu plus lourdes, le ciment. Donc je vais passer la parole à Brigitte Spitzbart, qui a été VP Supply Chain du groupe Lafarge-Holcim et qui va nous expliquer comment elle a conçu une offre logistique qui était différenciante, donc comment d'un certain nombre de complexités liées aux différents clients, elle a mis au point une palette de services à la carte pour mieux répondre aux enjeux clients. Oui, alors effectivement, je vais faire part d'une expérience précédente donc à la supply chain en France et à la mise en place de l'offre logistique, à sa formalisation, ce qui a été très important pour nous, pour l'équipe, pour nos parties prenantes internes, pour faire un petit peu le tri dans ce qu'on était capable d'offrir et puis après enrichir cette offre. On s'est aperçu en ayant un dialogue approfondi avec nos clients que différents segments de clients pouvaient avoir des besoins en commun et qu'à l'intérieur d'un même segment, les besoins pouvaient être différents selon les clients. Donc ça ne simplifiait pas les choses. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de monter une offre logistique plutôt en fonction des degrés de complexité. Et cette offre logistique, elle a réconcilié, je crois, d'une certaine manière, les aspects financiers et la profitabilité pour l'entreprise, la satisfaction client et puis l'impact environnemental. Si je prends le premier étage, l'étage le plus simple, ce qu'on a commencé à formaliser et à faire, c'était essayer d'éliminer par du pricing et de la tarification des inefficacités de la chaîne logistique en rendant tous les acteurs vertueux. Alors quand je dis efficacité, je pense à la facturation par exemple des kilomètres inutiles. Quand vous arrivez chez le client et que le client vous dit ben non, finalement j'ai plus besoin de ta toupie ou de ta citerne. Quand vous arrivez chez le fournisseur et qu'il vous dit ben non, finalement j'ai plus de produits pour toi donc tu peux retourner. Avant c'était un petit peu cadeau. Donc à partir du moment où on a commencé à le tarifer et surtout en interne d'ailleurs, parce que ciment et granulat vont chez béton, ça a un peu rendu sa vertu à la chose. Alors il y avait aussi des tarifications sur ce qu'on appelle de retour béton. Vous avez une toupie qui part avec 6 mètres cubes et puis commandée et puis qui revient avec 3 mètres cubes. Bon, bah là, c'est pareil, impact environnemental, pas bon sur les kilomètres inutiles, pas bon sur le traitement des retours béton. Parce que le groupe savait le faire très bien, mais enfin, il vaut mieux ne pas le faire. Donc, quand vous donnez une tarification à ça et à ce service, ça a une petite valeur des dissuasions. Pareil pour les camions incomplets et donc les kilomètres partiellement vides. Mais ça, je dirais que c'est l'étage le plus simple. Après, vous avez véritablement une offre de service sur de la valeur ajoutée que vous allez produire, sur par exemple des camions en mix produit, sur des livraisons à horaires un peu décalés, week-end, nuit, que vous tarifiez, que vous formalisez, sur également des accès de chantier qui sont un petit peu compliqués. Vous êtes capable de le faire, vous allez mettre des plus petits camions qui n'auraient pas pu accéder au chantier sinon, et ça m'amène à parler, là ça apporte une valeur au client, et ça apporte bien sûr une valeur à l'entreprise, on tarifie ces services en plus, et ça a un impact environnemental parce que ça nous a aussi amené à tarifer des prestations un petit peu nouvelles. On avait notamment travaillé sur des toupies béton électrique, donc la toupie, la partie qui tourne, que vous voyez en ville, était propulsée à moteur électrique et amenée par des camions GNV. Donc ça, c'était pour la partie béton. Alors c'était une approche de prototype, hein, parce que c'est pas si facile que ça à faire, parce que entraîner une toupie avec un moteur électrique sur du béton pas fluide, c'est pas forcément très simple. Mais on a un petit peu étendu le projet à partir de l'année dernière, et l'entreprise avait été lauréate d'un appel à projet de l'ADEME pour installer des stations bio-GNV dans les usines, et notamment dans l'usine de La Malle, donc pour pouvoir alimenter des camions. Et on a travaillé avec des transporteurs, également sur la partie granulat, pour commencer à convertir une partie de la flotte. Alors, troisième étage de la fusée, des offres plus complexes. Là aussi, impact sur la top line, impact sur la satisfaction client.
et parfois sur l'environnement, et je vais y venir. Alors, parfois, c'est un petit peu plus complexe quand vous vous lancez dans le Vendor Management Inventory, quand vous commencez à gérer les stocks de vos clients, ce qui d'ailleurs vous empêche d'envoyer des camions dans des périodes extrêmement congestionnées, donc c'est pas plus mal. Mais je pense à des offres qui sont beaucoup plus customisées, tailor-made, et en particulier sur des chantiers comme ceux du Grand Paris, où là, ce que vous êtes capable de substituer, par exemple, par du fluvial, et en particulier sur la partie granulat ou sur la reprise des déblais de chantier avec lesquels on allait remplir les vides de fouilles. Quand vous êtes capable de le faire en fluvial et donc de supprimer des camions, cette offre, elle va être différenciante et là, vous impactez tout. Donc la satisfaction client, la top line et l'environnement. Alors peut-être un dernier point, si j'ai le temps, sur l'organisation. Tout petit temps, parce que tout ça, c'est un impact organisationnel. Il faut former vos opérateurs logistiques pour vendre ces services, parce qu'ils sont en première ligne avec les clients parfois. Il faut préparer votre processus de facturation de manière extrêmement carrée, parce que le client paye ce qu'on lui facture. Donc la dématérialisation aussi, de ce point de vue-là, ça aide beaucoup. Et enfin, il faut embarquer tout le monde, et en particulier les commerciaux, pour ne pas qu'ils émettent des avoirs derrière et ruinent tous vos efforts de tarification. Et ça, c'est de la conduite du changement. Voilà. Merci beaucoup Anne-Brigitte pour cet exemple très, très, très intéressant. Donc du ciment, on va passer à la gomme, aux pneus, avec donc Pierre-Martin Huet, qui est donc directeur de la supply chain du groupe Michelin, et qui va aborder cette fois la conception d'une chaîne logistique à l'échelle européenne, mais en prenant en considération justement toute cette organisation de transport qu'il faut penser pour pouvoir réconcilier ces enjeux. Merci Karine. Alors, j'aimerais d'abord saluer le team Michelin dans la salle qui, comme Jean-Michel et Yann l'ont souligné, est conséquent, et pour deux raisons. La première, c'est qu'on est des passionnés de la supply chain. La deuxième, c'est qu'on a le RSE dans le sang, dans les gènes et je dirais surtout dans le cœur. La raison d'être du groupe Michelin, c'est la mobilité durable. Et quand on parle de mobilité durable, ce n'est pas du window dressing, ce n'est pas du nouveau, de la mode. Le premier pneu énergie, le pneu vert, on l'a sorti en 1982. Donc ça fait 40 ans qu'on parle de low emission, de décarbonisation. On a eu des dirigeants visionnaires. Notre patron actuel parle du tout durable. Tout ce que nous voulons faire doit être durable. Et en fait, la supply chain en fait partie, bien évidemment. Et c'est ce que je vais illustrer. Alors en fait, quand on parle de concilier les enjeux financiers et les enjeux environnementaux, en fait, il y a une phrase que Bertrand Piccard a dit ce matin qui, je pense, résume complètement l'état d'esprit dans lequel on est et les initiatives que nous avons lancées, c'est le CO2 est le marqueur de nos inefficiences. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, on a tout compris et on peut embarquer nos équipes dans cette dynamique qui est comment on réduit à la fois les coûts, comment on gagne en productivité pour le bien de la planète. Et alors, ensuite, les leviers sont assez simples à mettre en œuvre, mais j'insiste sur le mindset. Et je vous disais que Michelin a vraiment le RSE dans le sang. On est aussi auvergnat, donc un sou est un sou, donc les coûts, ça nous parle aussi. Quand on met les coûts et le RSE ensemble, c'est le 1 + 1 = 3 dont parlait Bertrand ce matin, ça produit des étincelles. Ensuite, les leviers, je dirais, c'est du bon sens. On a travaillé sur le remplissage de nos camions, sur les containers, avec des méthodes à la fois digitales, manuelles, du compactage de produits. On a gagné en 2 ans, on a gagné 1 tonne de chargement par camion. Bon, sur un camion de pneus, il y a beaucoup d'air, donc un chargement moyen, c'est de l'ordre de 10-12 tonnes. Donc 1 tonne, c'est beaucoup. On travaille aussi beaucoup sur le multimodal. Donc bien sûr, on aime beaucoup les véhicules qui roulent sur pneus, mais quand il faut transporter sur des rails ou sur des barges pour le bien de la planète, on le fait. Donc on pousse sur le multimodal. Et enfin, on travaille avec notre écosystème pour aller vers des solutions propres. Donc on en a parlé ce matin avec Scania Renault, des solutions propres de l'avenir. L'écosystème, c'est bien sûr les constructeurs de véhicules, c'est les transporteurs, c'est les pouvoirs publics.
Et tout ça, on le fait dans ce forum exceptionnel qui est Moving On. Donc Moving On Summit, donc on rassemble pour les quelques-uns dans la salle qui ne connaissent pas encore Moving On Summit, c'est le sommet de la mobilité durable. On a rassemblé 6000 personnes il y a 2 semaines à Montréal. Bon, il y avait des ministres, des PDG, etc. Mais il y avait surtout une délégation exceptionnelle de la SLOG qui est au premier rang. 6000 personnes l'année prochaine, on sera 6400 parce que tous ceux de la salle y seront aussi. Donc il y a vraiment un message clé qui est comment on embarque l'écosystème. Et je pense que l'événement d'aujourd'hui en fait partie. Comment on s'aligne sur une vision pour ensemble décarboner nos supply chains. Merci beaucoup Pierre-Martin. Donc on voit bien effectivement la direction. Hein, tu nous donnes la direction, la trajectoire. On va essayer de voir maintenant avec François Péniès d'Orano comment dans ce groupe, donc François est vice-président Supply Chain Opération chez Orano. Donc depuis quelques années, vous avez lancé un plan d'optimisation de vos stocks. L'idée, c'est effectivement d'arriver à objectiver les coûts de possession de vos stocks tout en essayant de réduire votre impact environnemental. Alors, comment avez-vous réussi à faire cela? Alors, Karine, bonjour à tous tout d'abord. Pour répondre à cette question, je ne sais pas si la chanson, pour reprendre le propos d'Agnès, que je vais vous raconter ou chanter plus précisément sans la musique, hein, je vous rassure, sera original pour vous. Je ne le crois pas, parce que l'optimisation des stocks est un sujet qui est quand même très structurant de la supply chain depuis pratiquement le début, hein, la genèse de la supply chain. Je pense même que certaines fonctions supply chain se sont au départ créées autour de ça. On pourrait donc imaginer que le sujet a été largement traité, optimisé, finalisé et ancré dans la durée. C'est même quelque chose que j'ai enseigné pendant des années, qui n'est pas très sympa. D'ailleurs, les étudiants n'aiment pas en général. Que j'ai enseigné, ça veut dire que vous n'enseignez plus? Non, j'ai arrêté ce cours il y a quelques temps maintenant, mais effectivement... Voilà. Donc, il n'y a plus de problématique de stock et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Alors, non, malheureusement. Plus précisément, on a eu cette problématique et on l'a encore, hein, pour être très clair. On a attaqué le sujet en 2014, au moment de la création de la filière supply chain dans le groupe. Il y a ici dans cette salle... 2 représentantes de mon équipe qui ont largement accompagné et contribué à ces plans d'amélioration et d'optimisation. Et Adrien Coativi, assis à côté de moi, qui depuis a créé Datapowa, était aussi dans mon équipe à cette époque-là. Donc quand on a attaqué le sujet, on était dans une situation où il n'y avait pas de gestionnaire de stock, très peu, quasiment pas. Pas de fonction créée, pas de supply chain structurée. Et une production et une maintenance omnipuissante, hein, dans le groupe Areva à l'époque. Orano, pour la petite histoire, une des 2 sociétés résultantes de la séparation en 2 du groupe Areva, le domaine du nucléaire. Donc on a attaqué ce sujet avec quelques verbatim pour illustrer un petit peu le contexte dans lequel on était. Donc les clients internes, on les appelle des prescripteurs, hein, les clients internes du stock chez nous. Et donc, il nous disait des choses comme le seul taux de service que je peux entendre, c'est 100%. Le bon niveau de stock, c'est celui que moi je définis. Hein, et en gros, je ne le définis pas par rapport à mes besoins de consommation, je le définis par rapport au nombre de pièces que je veux avoir sur étagère, d'un point de vue visuel ou pas. On avait aussi une situation où les systèmes d'information étaient mal configurés et mal exploités. Et les rares personnes qui s'occupaient d'essayer de gérer des stocks mal formés à ces problématiques et à ces processus. Donc ce qu'on a mis en place résulte de ce que je viens de vous dire. Au départ, c'était un objectif très clairement 100% financier, hein, réduire notre impact BFR. Ça s'est transformé avec les difficultés financières du groupe dans une autre logique financière à travers la réduction des coûts, d'une part. Et donc là, je rejoins la question. Il a fallu objectiver le coût de possession de stock. On a fait des analyses particulières, site par site, pour essayer d'objectiver ces taux. On est arrivé à des taux oscillant entre 12 et 15% de la valeur des stocks en coût de possession annuel. Et sur cette base-là, avec le levier d'action des contrôleurs financiers site par site, on a pu donner une orientation coût à cette problématique qui était au départ cash. On a même benchmarké un certain nombre d'autres entreprises dans ce sens à ce moment-là. Et puis progressivement, on a aussi orienté coût par la réduction des dépenses externes. Et là, je vais illustrer un premier impact
environnementale. Pour être très clair, les stocks, c'est potentiellement du gaspillage et on le constate dans nos stocks. Alors pour être un tout petit peu plus précis, l'essentiel des stocks qu'on a attaqués étaient des stocks amont, des stocks de pièces de rechange, beaucoup de stocks de pièces de rechange, plus de 500 000 références pour l'ensemble de nos sites, des matières premières, des consommables de production, des fournitures industrielles. Et quand on a regardé d'un petit peu plus près ça, on s'est rendu compte que c'était pas du tout différencié en termes de criticité, en termes de taux de service. Et pour rejoindre ce que disait Yann tout à l'heure, en tant que particulier, on a tous des exigences qui sont de plus en plus fortes d'un point de vue logistique, en termes de délai de réponse. Et nos prescripteurs internes avaient ce niveau d'exigence uniforme pour l'ensemble des produits. Donc un premier grand levier était de différencier la criticité des produits et donc le taux de service requis associé à cette criticité-là. On a travaillé nos paramètres de stock dans ce sens avec des outils qu'on a adaptés, avec des méthodes modernes, je vais dire, techniques. Je laisserai Adrien évoquer quelques aspects des outils. Des processus, de la formation adaptée, la création d'entités sur le terrain, animées par une équipe centrale. Et tous ces leviers-là ont progressivement concouru à la capacité qu'on a eue de réduire notre base de stock qui était de 700 millions, d'à peu près 150 millions en quelques années. Et je l'espère et je le crois de façon durable. Parce que beaucoup de plans de transformation de stock se sont opérés dans de nombreuses entreprises en mode coup de poing, fondés sur des benchmarks plus ou moins appuyés par des cabinets de conseil, que je ne critique pas du tout, mais l'approche benchmark a ses limites sur la capacité d'une entreprise à répéter ce qui s'est fait dans d'autres entreprises. Il est important d'analyser ça dans le contexte de la boîte dans laquelle vous êtes, dans le contexte des leviers que vous pouvez avoir. Ce que j'espère aussi, c'est qu'à travers ça, on a contribué à éduquer un peu nos prescripteurs, nos clients internes, de façon à les amener à un peu plus de considération objective. Un gaspillage, c'est pas quand on jette. Un gaspillage, c'est quand on achète quelque chose dont au final on n'aura pas besoin. Et ça, si je peux le partager avec vous aujourd'hui et vous engager, si je peux me permettre, à le répercuter tel quel dans vos entreprises, je crois que ça sera profitable. L'essentiel de l'impact environnemental, on l'a acquis par la réduction des achats dont on n'avait pas besoin et au-delà des stocks. Et ça, il faut qu'on arrive à le faire perdurer, à l'inscrire dans nos processus. On a eu d'autres leviers sur le transport. La confiance qu'on a donnée dans nos schémas d'approvisionnement nous a permis de réduire les transports urgents, et en particulier dans nos activités minières qui sont dans des pays un peu exotiques. Donc les transports urgents coûtent très cher, toujours. Donc on a gagné quelques centaines de milliers d'euros et impacté favorablement l'environnement aussi dans ce sens. On a mis en place des tournées multipiques pour ramasser sur des bassins d'emploi où nos fournisseurs sont proches de nos usines pour ramasser les produits plutôt que de se les faire livrer un par un dans des camions qui sont souvent à moitié vides. Tous ces leviers-là ont eu des impacts environnementaux. Je serai très franc, ce n'était pas dans le cahier des charges initial. Si c'était à refaire maintenant, ça devrait impérativement l'être. On ne peut que s'engager mutuellement à ce que tous nos plans de transformation comportent dès à présent un volet environnemental. Et c'est possible. Nous avons dans nos gènes de supply chain manager, tous, la capacité à conjuguer différents critères dans une logique d'optimisation globale. On sait faire ça depuis toujours en supply chain. Un critère de plus sur l'environnement est évidemment quelque chose d'essentiel. Merci François. Ça nécessite quand même du coup de changer quelque chose dans le fonctionnement des équipes, dans l'organisation. Je ne pense pas que les gens vont changer comme ça du jour au lendemain leur routine, leurs habitudes, notamment quand on parle de stock. Je pense au fameux sacro-saint stock de sécurité, celui auquel on ne touche jamais. Voire on a toujours tendance à le surestimer un peu parce qu'on ne sait jamais des fois qu'il y a un pépin. Donc comment vous avez fait en interne ? Alors très progressivement, en démontrant, et notamment en mettant en place des outils visuels qui projettent les profils de consommation, qui projettent les stocks en même temps et qui permettent de rassurer le prescripteur sur la capacité qu'ont les gestionnaires de stock à baisser les stocks de sécurité, progressivement, site par site, avec des témoignages de sites vis-à-vis d'autres sites, de façon à pouvoir s'enrichir mutuellement des pratiques des uns et des autres. Le tout, je vais le dire tel que je le pense, remarquablement animé par l'équipe centrale
que j'avais l'honneur et l'avantage de manager pendant cette période-là, a permis ces résultats-là. Voilà. Mais ça n'est jamais définitivement Ça n'est jamais acquis. Voilà. Ok, merci. On va maintenant passer la parole à Adrien Coativi, qui est président cofondateur de la société Datapowa. Donc Datapowa, comme vous l'avez dit, accompagne des industriels dans l'optimisation de leur stock. Et Adrien va nous expliquer un petit peu quels outils il a pu développer justement en réconciliant ces enjeux à la fois financiers et environnementaux. Bonjour à tous. Donc effectivement, dans la continuité du projet que François vient d'évoquer, nous accompagnons des industriels dans leur démarche d'optimisation des stocks avec un focus particulier sur les stocks de maintenance et d'exploitation. C'est un périmètre qui est assez conséquent, il représente plusieurs dizaines de milliards d'euros aujourd'hui dans l'industrie. Il pèse donc dans les bilans financiers, c'est évident, mais également, comme tu l'as dit François, il pèse aussi sur le service client, évidemment, puisqu'il concourt directement au bon déroulé des opérations. Et puis ils ont un impact environnemental. Donc ils sont au centre de ce sujet multi-impact. Ce qu'on observe, c'est que dans l'industrie, ces stocks ne font pas l'objet de démarches d'optimisation qui sont moins poussées que pour des stocks de production ou de distribution. Alors pour bien adresser ce sujet, selon nous, il faut d'abord commencer par des diagnostics. Il faut mesurer les stocks, mesurer le taux de service à l'instant T, mesurer également les impacts environnementaux. Et pour ça, il y a des données. Les données sont dans les systèmes. Il faut les exploiter. Et puis ensuite, c'est par des actions concrètes sur le terrain au quotidien qu'on va pouvoir obtenir des gains réels, des gains de non-achat pour éviter à terme des gaspillages. Et pour ça, là aussi, on peut s'appuyer sur la donnée. Ces systèmes d'info disposent de données de transactions dans le passé. On va pouvoir nous faire de la statistique sur ces données. Ça va nous permettre ensuite de d'estimer les risques à venir et donc de bien dimensionner nos stocks de sécurité et bien dimensionner nos approvisionnements. Et puis au-delà de la donnée, il y a également un volet formation et accompagnement du changement, parce qu'on réalise que les meilleurs algorithmes du monde seront inopérants si on n'a pas l'adhésion des utilisateurs et si les utilisateurs n'intègrent pas cette logique vraiment dans leur métier au quotidien lorsqu'ils cliquent. Ils valident des appros dans leur quotidien. Donc ça résume un peu l'approche qui a été déployée chez Areva et celle qu'on promeut aujourd'hui. Et par retour d'expérience, c'est la démarche qui fonctionne. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut prendre quelques questions de la salle sur cette... Alors, est-ce qu'on a du klaxon? Je crois pas, comme on n'avait pas annoncé au départ que vous pouviez, et ben en fait. Mais ça fait rien, on peut prendre quand même quelques questions. Si vous voulez, prendre un micro et voilà. Puis, en tout cas, on peut remercier d'ores et déjà nos cinq intervenants, je pense. Merci à eux 5. C'est une question. En fait, une question qui est sur Klaxoon depuis quelque temps, sur l'étonnement de ne pas entendre beaucoup parler d'hydrogène et de piles à combustible pour le transport de marchandises. Alors la question me semble effectivement très pertinente. Je parlais de Movinon tout à l'heure, ça a été un des gros sujets de Movinon. On parle de solutions propres, on parle du gaz, du biométhane, mais ces solutions ne sont pas des solutions décarbonées. Et quand on parle de solutions de transport décarbonées, l'hydrogène est effectivement une solution, alors qui aujourd'hui a besoin justement de la fédération de l'ensemble de l'écosystème pour éclore, parce qu'il y a besoin de l'infrastructure qui va avec, mais c'est une solution qui est aujourd'hui démontrée, et d'ailleurs j'en profite pour vous faire part que Michelin a une technologie de pile à combustible à base d'hydrogène qui est exceptionnelle. Donc il y a l'hydrogène, nous on y croit beaucoup. Ensuite, pour que ça arrive sur le marché, il faut qu'on se fédère ensemble pour créer les conditions favorables. Et à Movinon, on a eu un exemple de transport à hydrogène en Suisse, où là, il y a toute une flotte de camions hydrogène qui circulent, parce qu'il y a eu une combinaison entre le transporteur, les pouvoirs publics, enfin l'ensemble de l'écosystème, pour rendre cette solution pertinente économiquement. Merci Pierre-Martin. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, je pense que voilà, on peut clore cette session. Merci. Merci beaucoup.